Bien. C'est bon. On commence dans 1 minute, s'il vous plaît. Dans 1 minute. Dans 1 minute. Amadou Bamba, merci d'être là. Merci à tous, merci à toutes. Dans 1 minute, on commence. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous tous. Amadou Bamba, Galaxy Group, Tiawan, Germain Tidiane, mon ami, mon marabout, mon frère. Merci de la fidélité. Est-ce que vous nous recevez? Merci, mes amis. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? 2 oui et on démarre. Apparemment, vous avez Baaba Maal. Et apparemment, vous appréciez la musique de Baaba Maal. Ah oui, c'est une belle musique. Ouais. Ça réveille les muscles, quoi. C'est ça. Les neurones, je veux dire. C'est ça. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez correctement et on démarre, s'il vous plaît? Cheikh Amadou Bamba, Pape Fall. Excellent, merci. Mon frère, mon frère, Simon, merci, merci. On commence dans 2 minutes. Dans 2 secondes, excusez-moi. Diata.
Merci à vous qui nous suivez sur Marketing TV. Permettez-moi d'abord de saluer mes parents de Ziguinchor. Gisafou Mouy Kati Ziguinchor. Mouy Kami Kadiker Marketing TV. Woli Kokoute Safou Digi Salou. Diat Taïbou Diata Niwonke. Taïbou Diata Kasmane. Vous n'êtes pas bon, il y a la parole. Merci à vous qui nous suivez sur Marketing TV. J'ai l'honneur de recevoir M. Taïbou Diata, coach et formateur, un ancien promotionnaire, un ancien camarade de classe. J'étais tout petit, j'étais toujours devant. J'étais toujours devant. Lui, il était costaud. Il était derrière. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Vous le voyez en même temps que moi. Monsieur Diata, bienvenue sur Marketing TV. Merci mon frère, très heureux d'être ici. Voilà, on va démarrer. Et aujourd'hui, nous parlons de développement personnel. C'est un thème que les gens aiment bien. Exactement. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de développement personnel. C'est bien d'avoir des connaissances. C'est bien d'avoir un beau CV, de savoir rédiger une lettre de motivation, mais sans confiance en soi, sans aptitude à s'exprimer devant un public, vous n'êtes rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui M. Diata est avec nous pour nous parler du développement personnel. Avant d'aborder le sujet, je vais laisser mon ami se présenter. M. Diata, présentez-vous à nos chers téléspectateurs, à nos chers internautes. Citoyen du monde, patrimoine mondial au service de la communauté, né dans cette verte Casamance que j'adore énormément. Par la force des choses, et par la force de mon travail, je suis devenu citoyen du monde. Et j'assume. Alors, mes parents du Sud, le Sénégal, l'Afrique, le monde, bonjour tout le monde, bienvenue chez vous, bienvenue chez moi. Merci, vous êtes bien chez vous, vous êtes sur Marketing TV, c'est votre télévision. Exactement. Qui est M. Diata? Qui est Taïbou Diata? Taïbou Diata est un coach formateur. J'ai l'habitude de dire Boy Diata. Pourquoi Boy Diata? Pas Boy dans le sens petit, extrêmement petit du terme, pas enfant, mais justement parce que j'ai du mal à comprendre qu'on me donne autant d'importance. Par le biais de mon travail, par le biais des réalisations, je veux rester cette personne. C'est-à-dire cette personne à l'état primitif. Alors je suis citoyen du monde, patrimoine mondial, coach formateur, intervenant plus précisément en développement personnel, leadership et en entrepreneuriat. Voici mes disciplines et je suis très heureux d'être ici parmi vous. Merci, merci M. Diata. M. Diata, nos auditeurs aimeraient savoir d'abord, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est quoi le développement personnel? Développement personnel, c'est quoi? C'est quoi le développement personnel? On peut avoir une assertion, l'assertion la plus partagée. C'est-à-dire la définition la plus partagée, sachant que cette définition n'est pas figée. Et elle ne fait pas forcément l'objet d'un consensus. Tout de même, c'est une discipline apparue au New Age et dont la finalité est de réaliser un accord entre l'individu et son juste milieu. Alors l'accord, ça veut dire tout simplement quoi? Chaque individu a un rêve. J'emprunte le rêve américain, le dream, le rêve américain. Chaque individu a un rêve, chaque individu a un idéal de vie. Chaque individu aspire, ainsi de suite. Et à partir de ce moment, l'individu a des objectifs, ou en tout cas une finalité. Et à partir de ce moment, le développement personnel est une discipline, pas forcément un concept à la mode, pas une théorie, mais une discipline qui vise à réaliser un accord entre l'individu et son juste milieu, c'est-à-dire amener un individu à épouser son juste milieu, c'est-à-dire matérialiser tout simplement son rêve. En quoi faisant, nous allons éplucher tout à l'heure. D'accord. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur notre page Facebook et M. Diata va répondre à vos questions. M. Diata, quelle est l'utilité du développement personnel? Pourquoi le développement personnel est utile? Il m'a été donné de constater que plusieurs individus ont un bon CV, un CV extraordinaire. Mais comme j'ai l'habitude de dire, avoir un bon CV, vous l'avez souligné tout à l'heure, alors avoir un bon CV ne suffit pas. Il faut
un savoir-vivre, un savoir-être, mais également le personal branding. L'art de se valoriser, de se faire désirer, le marketing de soi. Alors ce marketing de soi va compléter le CV. Quand on parle de background, il ne faut pas occulter, il ne faut pas mettre de côté le côté développement personnel, management de soi. Alors c'est hyper important, c'est là où c'est important pour un individu d'atteindre un idéal, un rêve, c'est-à-dire d'atteindre ses objectifs professionnels. Alors c'est là où c'est important. Mais c'est important aussi en soi, pourquoi? Parce que ça permet à un individu d'aller à un niveau de production intellectuelle insoupçonné, à un niveau d'épanouissement financier aussi insoupçonné. Parce que tout simplement, le chemin privilégié est la confiance en soi, et c'est par le biais du développement personnel qu'on peut obtenir, disons, ce process. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous recevez? Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui sont connectés. Sophie Diouf, merci. Cheikh Amadou Bamba, merci. Adel Latouf, Pafal, vous êtes nombreux à être connectés. Cheikh Ahmed Tidiane, mon marabout, Oumoul Badina Mbouch, mon professeur Simon Diouf, Aram Gueye Kiam. Est-ce que vous nous recevez? Avant qu'on ne continue, est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Je n'ai pas de réponse, Pafal. Je t'ai envoyé un message hier. Vous n'avez pas répondu. Niam, je crois que je vais vous recevoir ici, vous aussi. Merci, merci beaucoup. Ils nous reçoivent bien. On va revenir sur le CV. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir savoir comment on rédige un CV, comment on rédige une lettre de motivation. C'est important. On revient un peu sur ça, ou bien on enchaîne directement sur les questions intérieures. On enchaîne sur les questions, après on revient sur ça. D'accord, d'accord. Le développement personnel, M. Diallo, sur quoi on va insister dans cet entretien? Est-ce qu'on va insister sur la confiance en soi, sur la prise de parole en public? C'est important. Parce qu'il y a l'autre qui disait que l'aptitude à bien s'exprimer en public est la meilleure qualité que puisse avoir un leader en politique et dans le monde des affaires. Est-ce qu'on va parler de confiance en soi? Est-ce qu'on va parler de tenue vestimentaire? Est-ce qu'on va parler de confiance en soi? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? De confiance en soi dans un premier temps. Dans un second temps, on va parler de tenue vestimentaire. Et après, on va parler de l'art de la rhétorique, la prise de parole en public, l'art de convaincre. Très bien. Ce sont trois dimensions qui accompagnent la réussite pour un individu. Donc voilà, on va parler respectivement de la confiance en soi, ensuite de la tenue vestimentaire, et enfin nous allons aborder la prise de parole en public. La confiance en soi. Comment faire pour avoir confiance? Le premier facteur de succès pour un individu. Un individu qui cherche un succès, qui a un idéal, qui a un rêve, un objectif. La confiance en soi est le premier facteur de succès. En quoi faisant? Parce que c'est la confiance en soi qui guide l'individu vers un idéal. Alors j'ai l'habitude de dire, moi je ne peux pas miser sur M. Seck, alors que M. Seck n'a pas confiance en lui. C'est vrai, c'est ce que M. Dim me disait la fois passée, on a confiance car ceux qui croient en eux. Exactement, et ce sont ceux-là qui parviennent à faire la différence. Donc la confiance en soi est le premier facteur de succès. Un jour, j'ai été dans une formation où j'ai demandé à des individus de tendre les bras et de suivre mes instructions. Alors, j'ai simulé qu'il y avait une forte décharge sur la main gauche, alors qu'il y avait un ballon vide au niveau de la main droite qui survolait la main droite. Ça veut dire tout simplement quoi? Ici, il n'y a pas de charge. Il y a un ballon vide, ici, il y a une charge. Donc, ça veut dire tout simplement que l'individu, à un certain moment, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que l'individu, à un certain moment, suivait mes instructions de manière un peu, disons, c'est comme que l'individu avait perdu la raison. Alors, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte, effectivement, on sentait une certaine lourdeur au niveau de la main gauche, alors, au niveau de la main droite, elle était statique. Alors c'était juste une simulation. C'était juste une simulation. On le faisait croire que c'était plus lourd. Exactement. Alors la programmation neurolinguistique est passée par là pour faire comprendre à l'individu. Alors moi j'ai utilisé mon pouvoir de persuasion, mon pouvoir de conviction. Je l'ai amené à croire à une fausse réalité, une fausse représentation de la réalité. Et bien souvent c'est comme ça avec les individus qui nous entourent, notre environnement, la famille, les parents, les amis, etc. Alors, il nous donne une fausse représentation de la réalité jusqu'à nous ôter cette confiance. Alors, j'ai amené les individus à comprendre qu'un autre individu ne doit pas, disons, entacher votre confiance. Parce que la confiance en soi est le premier facteur
de succès. Et le chemin privilégié est un chemin obligé même vers le succès. Alors, je les ai amenés à comprendre que vous êtes en train de suivre une fausse représentation de la réalité. En utilisant mon pouvoir de conviction, mon pouvoir de persuasion, alors par le biais de la PNL, de la programmation neurolinguistique, vous avez accepté cette fausse représentation de la réalité. Alors, qu'en est-il réellement? Ils ont compris, ils ont accepté que, en fait, tout simplement que c'était une fausse représentation de la réalité. Et à un certain moment, ils se sont rendus compte que je les ai amenés en bateau. Et bien souvent, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Alors les gens, ils font tout pour nous ôter ce qu'on appelle cette confiance en soi. Et à un certain moment de la vie, on peut évoluer, comme j'ai l'habitude de dire, en ayant l'impression d'avancer, mais on est dans un rond-point de confusion. On tourne, on n'avance pas. 5-10 ans. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine? C'est la confiance en soi qui a manqué au rendez-vous. Alors, la confiance en soi, encore une fois, est le premier facteur de succès. Alors, j'ai aussi eu à expérimenter une démarche. Alors, cette démarche, c'est quoi? J'ai demandé à des individus de se rappeler du passé et des choses extraordinaires qu'ils ont eu à réussir. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont rendus compte, effectivement, quand ils réussissent des choses extraordinaires, il y a de ces individus, comme j'aime les appeler, les virus négatifs, qui essaient de vous inoculer le virus négatif. Alors, à un certain moment, vous les suivez, vous les écoutez. Alors que la technique de libération émotionnelle nous dit, si vous réussissez des choses extraordinaires, par le biais de la confiance qui a amené à réussir cette chose extraordinaire, ce n'est pas uniquement le talent ou les diplômes, c'est la confiance en soi qui a été le premier facteur. Alors, à un certain moment, si vous réussissez ces choses extraordinaires, la technique nous dit, bouchez-vous les oreilles, projetez-vous sur l'avenir et n'écoutez pas cela qu'on appelle les virus négatifs. Les gens qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêchent d'avancer et qui ont toujours ce côté négatif, ce doute en eux, et qui vous transposent ce virus, ce doute. Alors, il faut refuser. Alors, c'est des faux rouges, c'est des voyants d'alarme, c'est des gens qui ne voient que rouge. Et ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis proches, ça peut être même un conjoint, c'est généralement comme ça. C'est des gens qui ne croient pas en eux, qui doutent à tout moment et qui essaient de vous inoculer le virus négatif. Alors, c'est là où il faut refuser le statu quo, se projeter sur l'avenir en cultivant une certaine confiance en soi. Et cette confiance, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un concept à la mode. C'est un état d'esprit, c'est une façon de faire, c'est un quotidien. Attitude positive, attitude désormais. Cette confiance va vous amener vers un niveau insoupçonné. La confiance en soi est quelque chose d'important. Sans confiance en soi, disait le coach tout à l'heure, on ne peut pas réussir. Monsieur Diatta, il y a des jeunes qui nous suivent, qui viennent d'être gradués, qui ont un CV, qui savent rédiger une lettre de motivation, mais qui ne parviennent pas à décrocher au boulot. Je me dis que peut-être c'est un manque de confiance. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là pour qu'ils aient confiance en eux? D'abord, il y a un problème de manque de confiance, mais il y a ce qu'on appelle le projet professionnel personnel, le PPP. Projet professionnel personnel, le PPP. Beaucoup d'individus ont un idéal, aimeraient rejoindre le tissu économique, s'insérer dans le tissu économique, trouver un travail, mais en réalité, ils n'ont pas de projet professionnel personnel. En fait, ce qu'on appelle en droit, ils sont dans une démarche pour tout. Ils sont dans tous les sens pour justement trouver un stage ou un job rémunéré. Alors justement, cette étape occultée pose problème parce que tout simplement, un individu doit avoir ce qu'on appelle un projet professionnel personnel. Et le projet professionnel personnel amène l'individu à faire ce qu'on appelle le personal branding ou le marketing de soi. Une étape obligatoire pour quelqu'un qui veut trouver un emploi. Surtout de nos jours, il ne faut pas, disons, se passer de cette étape. C'est-à-dire avoir un idéal, des objectifs. Je donne un exemple. Vous voyez un mercaticien qui est spécialiste en veille concurrentielle. Alors, il a un objectif. Cet objectif, c'est quoi? Le fait de se reconnaître comme un expert incontournable en veille concurrentielle. Vous voyez quelqu'un qui est dans la publicité uniquement et qui essaie de se faire un nom. Donc, le projet professionnel personnel permet à l'individu d'aller vers un idéal, c'est-à-dire de se faire reconnaître dans un secteur d'activité bien reconnu au regard de sa formation. Alors, ce qui se passe, c'est que bien souvent, les gens se cherchent.
Alors le projet professionnel personnel vous demande de ne pas faire dans cette démarche, surtout, c'est-à-dire d'identifier un secteur d'activité et d'essayer de vous imposer. Alors le projet professionnel personnel vous demande de faire aussi ce qu'on appelle le personal branding. C'est quoi le personal branding? Le personal branding, c'est le marketing de soi, c'est l'art de se valoriser, de se faire désirer. Et attention, le personal branding, excusez-moi de l'expression corporelle, la communication gestuelle, je suis obligé de parler comme ça pour mieux me faire comprendre. Alors en temps normal, c'est pas comme ça. Alors le personal branding interdit à un individu d'être comme ça. Ah oui, il faut avoir la tête sur les épaules. D'être comme ça, c'est-à-dire de se mésestimer, de s'apprécier au-dessus de sa valeur. De croire qu'on est plus important qu'on est plus important, qu'on est plus important que tout le monde, on a dépassé un certain hauteur. Exactement. Alors, le personal branding, c'est pas ça. Mais tout de même, c'est l'art de se valoriser, de se faire désirer. C'est l'art de tout faire pour avoir une bonne présentation, aussi bien physique, aussi bien l'art de la rhétorique, bien parler en public, bien se présenter devant les recruteurs, etc. Donc, ça veut dire tout simplement que l'individu qui veut faire du personal branding, qui veut se valoriser, se faire désirer, alors il a intérêt à faire ce qu'on appelle le diagnostic SWOT. Je vais vous apprendre le diagnostic SWOT. Alors, en faisant un peu son bilan de compétences, connaître ses forces et ses faiblesses. Mais j'ai l'habitude de dire que chaque individu a des forces et des faiblesses, c'est-à-dire des côtés où vraiment il cartonne et des côtés où il y a des améliorations à fournir. Alors, le personal branding dit l'individu, alors faites votre diagnostic SWOT. Essayez de comprendre vos forces et vos faiblesses. Et si vous vous rendez compte en développement personnel, ce qu'on nous dit bien souvent, si vous avez un talent, si vous vous rendez compte que vous êtes bien en prise de parole en public, si vous vous rendez compte que vous êtes bien en mobilisation ou vous avez une forte dose de confiance en soi, on dit qu'il faut travailler sur ça pour s'imposer. Vous faites attention à une certaine Fatima O, que j'aime très bien souvent prendre en exemple. Dans sa bande-annonce, elle nous dit au niveau de la RFM, alors, comment on appelle ça, ma belle voix, ma douce voix va vous bercer. Elle s'est rendue compte qu'elle a une belle voix, et elle travaille sur ça pour s'imposer dans le milieu de la radio. Et non seulement s'imposer, mais aussi avoir, disons, un bon salaire, c'est-à-dire faire la différence par rapport aux autres. Alors, quand on sollicite Fatima, ce n'est pas pour des miettes, mais c'est parce que justement, c'est pour bien payer ses filles, parce que tout simplement, elle s'est valorisée. Donc, le marketing de soi demande à l'individu de faire son diagnostic SWOT, de connaître ses forces et ses faiblesses. Quand on connaît nos forces, on travaille sur nos forces pour comment dirais-je, quand on connaît nos faiblesses, on travaille à les transformer au fur et à mesure. Justement, c'est là où j'allais en venir. Alors, maintenant, en dehors de ça aussi, quand je suis mécanicien ou je suis diplômé en transport logistique ou je ne sais pas, en commerce international, j'essaie d'avoir une idée, disons, des opportunités de mon secteur d'activité et des menaces aussi de mon secteur d'activité. À supposer que je suis un informaticien, alors le secteur d'activité, les opportunités en ce moment, ce sont les applications, c'est le digital, c'est la communication digitale, c'est la graphie numérique, etc. Alors ce sont ces opportunités où je vais essayer de me spécialiser, comme je disais tout à l'heure, comme le mécanicien spécialiste en veille concurrentielle. Je vais me spécialiser, mais aussi essayer de m'imposer, non pas par la force, mais en montrant mes capacités. Alors, à partir de ce moment, on peut identifier les opportunités et foncer. Alors, les menaces aussi, par exemple, quand on est informaticien, je donne un exemple, quand on s'adonne à des pratiques frauduleuses, alors en ce moment, il faut s'attendre à des amendes, etc., à des poursuites. Donc ça veut dire tout simplement quoi? Que, en premier lieu, on reconnaît ses forces et ses faiblesses. Diagnostic SWOT. On travaille sur ses forces pour émerger. Alors, ces faiblesses, on essaie de les transformer au fur et à mesure pour, disons, faire la différence, les améliorer, quoi. Alors, on identifie aussi les opportunités du secteur d'activité et les menaces de ce secteur. Alors, l'autre aspect aussi qu'il faut faire dans le personal branding, le marketing de soi, surtout pour les demandeurs d'emploi que vous êtes, alors, tout simplement, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut être dans la stratégie de différenciation. Je ne vous apprends pas la différence en marketing.
Alors quand je fais copier-coller, je vaux quoi? Je vaux rien, absolument rien. Ou je suis comme tout le monde. Et quand je suis comme tout le monde, je ne suis pas la différence. Alors c'est là où j'emprunte par exemple l'exemple d'Alain Aflelou, qui à un certain moment s'est différencié de ses concurrents, mais mieux même. Il a fait ce qu'on appelle un service après-vente, 24 heures sur 24. Ce n'est pas lui qui fait ça, mais à travers un dispositif où on est près du client. Donc, faire la différence. J'ai l'habitude de dire, au Sénégal, à un certain moment, on avait dans tous les coins, dans chaque cité même, à chaque côté, chaque rue, chaque ruelle, des télécentres. Mais à un certain moment, qui fait bénéfice? Donc, il faut faire dans la différence. Alors, se présenter comme la différence, c'est là où on peut approcher les recruteurs. Et c'est tout ça, c'est du développement. C'est du développement personnel. Maintenant, M. Diatta, comment peut-on se différencier? Est-ce qu'on peut se différencier par une formation supplémentaire? Par exemple, moi, je me suis inscrit en BTS ou bien en licence marketing. J'ai fait une formation parallèle en infographie, une formation parallèle en transport logistique. Ou bien on doit savoir bien s'habiller, savoir bien se coiffer, porter des montres chères, porter des chaussures chères, savoir bien parler. C'est quoi la différence? Une formation parallèle ou bien, comme vous avez dit, le personnel branding? Alors, il faut faire une formation d'abord dans un premier temps, essayer de se spécialiser dans un secteur d'activité. Alors, ce que pas mal d'individus en Afrique, je ne dis pas le Sénégal, à travers l'Afrique, les certifs aident l'individu à se valoriser encore. C'est-à-dire les formations de courte durée. Nous, on a tendance à croire, par exemple, je donne un exemple, vous lancez votre affiche formation courte durée en marketing, les gens vont se dire, mais jeter de l'argent par la fenêtre. Ah non, tout le contraire. Parce que ce background, il faut l'améliorer, il faut le mettre à jour. Oui, c'est un ordinateur, si on ne le met pas à jour, ça pose problème. Donc, il faut le mettre à jour, il faut les certifier. Mais au-delà de ça aussi, il faut se valoriser à travers le vestimentaire. Nous y reviendrons tout à l'heure, après une courte pause avec Babaman. Le temps de remercier nos amis qui nous suivent. S'il vous plaît, partagez la vidéo, c'est très important. C'est une autre façon de nous soutenir et d'aider les gens qui ont raté cette émission-là à apprendre du coach Diatta. Merci à Oumou Badinamboj. Merci à Sophie Diouf de la fidélité. Cheikh Amadou Bamba, merci. Le grand marabout, merci beaucoup. Cheikh Amadou Bamba vous salue, M. Diatta. Fabien Naloum, Moustapha Blondet, Cheikh Salif Soumana, Moustapha Sek, Mam Cheikh Ndong, Elhaji Modou Sek, Ousseinou Dabo, Ibrahim Diop, le grand marabout, Dembo Thiam, depuis Ziguinchor, Mike Sega, Astoucha Sam, Adel Latouf, Biloba, Papa Bakary Ndiaye, Yaye Thiam, Papa Bakary Mbaye, Pafal. Merci, merci, merci à vous. D'accord, il sera là-bas, vous le verrez. Vous le verrez. Merci, M. Diatta, on était au conseil que vous avez donné aux jeunes qui viennent juste d'avoir le diplôme. Donc, ne vous limitez pas à votre diplôme. Essayez de faire des formations supplémentaires en prise de parole en public. Également, essayez de savoir comment s'habiller. M. Diatta. Oui, comment s'habiller. Comment s'habiller. Je rappelle qu'on avait reçu récemment notre sœur Aram Thioye qui avait parlé de la tenue vestimentaire des hommes. Donc, mettez l'accent sur des femmes. Donc, M. Diatta, mettez l'accent sur la tenue vestimentaire des hommes. Voilà. Les hommes, bon, en fait, comme j'ai l'habitude de dire, moi, j'ai l'habitude de taquiner mes camarades quoi, en disant, mais écoutez, même si j'ai une philosophie de vie, même si je suis free, je ne peux pas me permettre d'aller à une soirée de gala avec une certaine tenue. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, en développement personnel, on dit on s'habille beaucoup plus en fonction de la circonstance qu'en fonction de soi-même. Alors, je suis free, d'accord, je veux m'habiller comme je veux, comme je le sens, ok, l'individu est libre. Mais
à, comme on dit, à compétence égale, à condition égale de travail, de rémunération dans le travail, mais aussi au niveau de certains milieux, il faut un code de conduite, un code vestimentaire. Donc, le code vestimentaire permet à l'individu de se rehausser, de se valoriser, de peser sur le marché de l'emploi. Alors, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient avec une certaine tenue et qui veut à tout prix avoir un job malgré son background, mais il faut le savoir-vivre, le savoir-être, aussi se valoriser, disons. À un certain moment aussi, on va utiliser les couleurs. Les couleurs ont une dimension psychologique. Avant les couleurs, j'ai fait un témoignage sur M. Diatta. On avait travaillé ensemble, il était toujours en costume. Maman, c'était ce petit-là qui avait la chemise, avec toujours la cravate. C'était toujours comme ça. Lui était toujours en costume. Moi, c'était toujours chemise, cravate. M. Diatta, est-ce que la tenue vestimentaire est aussi importante? Pourquoi vous insistez sur la tenue vestimentaire? Est-ce que le background, avoir des connaissances ne suffit pas? Non, moi, en fait, pour dire vrai, je prends exemple sur moi-même. Ce n'est pas le background qui m'a amené à un certain niveau. C'était beaucoup plus la confiance en soi et les costumes. Je m'arrangeais pour être nickel. Ça j'ai le confirme. J'ai vu quelqu'un récemment, il y a 5-7 ans derrière, il m'a commandé, on s'est rencontrés quelque part. Il m'a dit, je n'étais pas revenu parce qu'il n'est pas en costume. Alors, là, je salue au passage. Alors, j'ai compris quoi. En fait, c'est qu'en fait, moi, ce n'est pas parce que j'ai toujours été comme ça, mais en fait, chemin faisant, en exploitant le développement personnel, je me suis rendu compte que c'est ce qu'il fallait faire. Tout à fait, tout à fait. Soigner son look, soigner son visage, se raser comme il le faut chaque fois. Alors, aussi également, miser sur le port vestimentaire, parce qu'à un certain moment aussi, il y a des milieux, si il y a un certain code vestimentaire, vous ne le respectez pas, vous n'êtes pas là-dedans. Ça suffit. Je salue au passage Awanya qui est toujours bien habillé, chez Amadou Bamba de Durbel qui est toujours bien habillé, les cravates, les chemises, ils aiment très bien. Monsieur Diatta, comment on noue une cravate? Comment on noue une cravate? Bon, ça dépend de la cravate, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, la cravate permet à un individu d'accéder à un certain niveau. Sans cravate, on est relax. En fait, il y a une lecture, quoi. Il y a une lecture. Mais quand on est en cravate, à un certain niveau, on est éligible. Alors, la cravate, à un certain niveau aussi de négociation commerciale aussi, est recommandée. Et quelle est la belle couleur de cravate à choisir? Alors, on fait une petite leçon sur les couleurs. Je donne un exemple sur votre marron que vous avez. Le marron signifie pragmatisme, bien-être, équilibre. Je suis bien habillé. Ça veut dire qu'il est pragmatique, il a le bien-être et il est équilibré. Et j'avoue que, je ne peux pas mentir, j'avoue que je l'ai toujours connu pragmatique. Toujours vers l'essentiel. Et ça ne doit pas te quitter. Alors, voilà, le marron c'est pragmatique, bien-être, équilibre. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui aime le marron, vous dites, ah, celui-là c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui a le bien-être, qui est équilibré, qui, en fait, qui a la tête sur les épaules. Alors, il y a l'autre aussi couleur qu'on appelle la couleur bleue. Si vous vous rappelez de François Mitterrand avec son bleu Mitterrand. Hier, j'ai fait l'exemple, j'ai fait la remarque. Tous les candidats de l'élection présidentielle sont habillés en bleu sur les affiches. Mais parce que le bleu a une connotation, a une signification. Parce que le bleu signifie calme, ordre, fiabilité. Quelqu'un qui est fiable, digne de confiance. Quelqu'un qui est calme, qui a de la retenue. Quelqu'un qui sait donner des ordres et recevoir des ordres. Parce que tout simplement, ce qu'on oublie, quand on est à un certain niveau de management, dans le top management, même quand on est président de la République, à un certain moment, on reçoit des ordres. Tout à fait. De la part des services de renseignement, etc. On dit, monsieur le président, vous voulez faire ça, mais ne vous déplacez pas, etc. Donc, le bleu signifie calme, ordre, fiabilité. Quelqu'un qui est digne de confiance. Et si vous faites attention à François Hollande, très souvent, vous voyez, il met une cravate bleu clair, chemise bleu foncé, ou chemise bleu foncé, cravate bleu clair. Alors faites attention à lui, vous fouinez, vous allez vous rendre compte que c'est une réalité. François Mitterrand était dans la même dynamique.
Alors la couleur bleue signifie haute fiabilité. Mais par exemple, vous allez dans une société asiatique où vous allez négocier, que vous allez mettre le violet, attention, dans le croyance culturelle populaire, le violet signifie mort, mysticisme secret. Au Japon également, le blanc a une connotation négative. Voilà. Ça évoque la mort. Voilà. Et est-ce que vous pouvez revenir sur la couleur blanche? Parce que je vois également que le président Sarkozy, par contre, il s'habille en blanc et noir. Et la combinaison de ces deux couleurs-là donne quoi? En fait, le noir, c'est la couleur de leader. C'est pour passer inaperçu. A priori, c'est le noir. Dans une moindre mesure, on peut permettre le gris. Alors, le blanc, c'est une couleur universelle, mais c'est une couleur de circonstance quand même, tout de même. Et tout ça, ça peut permettre de passer inaperçu. Mais par contre, il y a ces couleurs qui ont une autre connotation, plus ou moins péjorative, tel que le rouge. Le rouge? Oui. En chemise? Amour, ardeur, colère. D'accord. Amour, oui. Je vois des leaders qui aiment, des chefs d'entreprise qui aiment bien la cravate rouge, ou bien c'est pas la cravate? En fait, le rouge, en réalité, quand on fouine un peu, bien souvent, quand quelqu'un met une cravate rouge, c'est justement pour montrer au dirigé, je ne suis pas content. Ça donne une expression, en fait, ça parle. D'accord, la cravate rouge. Oui, normalement, dans les règles de l'art. D'accord. Maintenant, par méconnaissance, on peut se permettre de mettre cette cravate rouge, justement. D'accord. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo. C'est une vidéo très importante, ce qu'il est en train de dire. Au moment où nous parlons, je vois qu'il y a des messages qui vous demandent d'insister sur l'importance des couleurs et de la tenue vestimentaire. Mais M. Diatta, est-ce qu'on doit porter n'importe quelle couleur? Comment faire? Ou bien est-ce qu'on peut porter n'importe quelle couleur? N'importe quelle couleur. Ou bien l'harmonie est essentielle? L'harmonie est essentielle. Les couleurs aussi ont une signification. Donc, à partir de ces couleurs, comme on dit, la couleur a une dimension psychologique. Donc, à partir de ce moment, les couleurs permettent d'avoir une certaine idée de votre personnalité. Ce qui veut dire, tout simplement, non seulement niveau harmonie, il faut mettre des couleurs qui vont avec, mais mieux même, il faut porter des couleurs qui peuvent permettre d'avoir une bonne idée de votre personnalité. D'accord. À supposer que vous mettez le violet, par exemple, c'est vrai que la couleur dépend de l'expérience de la personne qui la regarde et qui la porte. Et des croyances culturelles d'une zone à une autre. Mais la couleur, tout de même, est universelle. Elle est universelle. Ça veut dire tout simplement qu'à un certain moment, d'une manière ou d'une autre, ce qui est valable en Asie peut être valable ici. Parce qu'elle est universelle. Mais tout de même, je dis peu valable, je pèse mes mots. Tout à fait. Parce que tout simplement, dans nos croyances culturelles, le violet ne signifie pas forcément deuil, etc. Voilà ce qu'il faut comprendre aussi. Mais tout de même, il faut une bonne jonction des couleurs, mais également porter des couleurs qui peuvent permettre d'avoir une bonne appréciation de votre personnalité. Voilà. D'accord. Maintenant pour la chemise. Quelle couleur de chemise choisir? Est-ce qu'on doit choisir une chemise courte manche, une chemise longue manche, une chemise unique, une chemise carrelée, une chemise rayée? Quel type de chemise porter pour aller au travail? Pour aller au travail, de préférence, porter une chemise unique. Unique, d'accord. Et longue manche. D'accord. Donc, une chemise unique et longue manche. Et parfois, il arrive que, comme il le faisait Barack Obama, qu'il redresse un peu la chemise. Oui. Mais tout de même, c'est justement pour montrer que je travaille. Quoi. Je suis un bosseur. Vous avez l'habitude de rehausser de rehausser un peu. Mais tout de même, de préférence, mettez une chemise longue manche. De préférence, si vous êtes dans le milieu professionnel. Les accessoires, les manchettes. Je vois que vous avez des jolies manchettes. La montre, est-ce que c'est important? Hyper utile. Et ça donne de la hauteur. Ça donne de la prestance. Ça élève. Il ne faut pas justement sous-estimer ces accessoires. Alors moi, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous mettez la montre de ce côté-ci? Je dis, parce que tout simplement les accessoires ont de l'importance dans mon métier. Oui, en général, je mettais ça ici. Je détestais mettre ici. Mais justement parce que les accessoires ont de l'importance. Et si vous faites attention, je ne vais pas faire de la publicité, mais j'essaie de mettre des accessoires, des montres qui, pour les connaisseurs, les esprits éclairés, quand ils voient ça, à un certain moment, j'ai un prix en termes de prestations. On ne me paye pas 50 000 ou 100 000, on me paye
ce qu'il faut me faire. Monsieur Diatta, la fois passée, notre collègue Aram Thioye disait que la montre est obligatoire pour les filles, pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a parfaitement raison. Ça valorise. Ah oui, non, la montre est obligatoire pour les femmes parce qu'elle valorise, ça vous donne de la valeur. Mais donc, évitez les filles de mettre trop de maquillage. Le maquillage, allez-y, récitez sur le maquillage. Oui, il faut mettre de manière un peu, comment on appelle ça, sobre, avec une certaine sobriété. Mais pas trop envahissante. Voilà, justement ce qu'il faut. Merci Gaëlle Fatma Sek qui nous suit depuis je ne sais où. Nessorna Ndiaye qui nous suit. Binta Yafa, Seiba Bokoum. Ahmed Sey, le grand mercadicien. Adel Latouf, les couleurs. Les couleurs, merci Papal. On nous demande à ce qu'on insiste un peu sur les couleurs. Le port vestimentaire. Je vais revenir sur les couleurs. Vous nous emmenez, allez-y pour les couleurs. Alors, en parlant de couleurs, aussi vraisemblable que cela puisse paraître, alors la couleur permet de vendre un produit. Rien que la couleur. Hein? Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et vous voyez de ces couleurs, vous vous dites, mais comment on a pu obtenir cette couleur? Mais c'est wonderful, c'est extraordinaire. La couleur bleue de Tigo, par exemple, je fais pas. Alors, cette couleur bleue, la couleur bleue de nos amis des Guinéens. Oui. Donc, cette couleur bleue, elle est rare. C'est des couleurs obtenues à partir de ce qu'on appelle les combinaisons chromatiques de base. C'est des mélanges qui permettent d'avoir ça, les combinaisons chromatiques de base. Alors, la couleur permet de vendre. Comme je disais tout à l'heure, la couleur a une dimension psychologique. Alors, Renault a eu affaire à un certain moment à mettre sur pied ce qu'on appelle la marque Twingo. Alors, c'était décidé pour une vente à une certaine clientèle. Alors, les femmes, à un certain moment, cette couleur rare, un peu comme bleu lait, etc. Alors, à un certain moment, ça a permis de vendre, d'augmenter le chiffre d'affaires. Et c'était la même chose avec la bouteille de Bordeaux rouge. La bouteille de Bordeaux rouge, à un certain moment, Danone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé des experts de la communication pendant 2 ans pour travailler sur la couleur. Et cette couleur a donné une couleur rouge avec des équipements. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, quand on a cette bouteille rouge, en fait, ma lecture, c'est que quand on a cette couleur rouge, cette bouteille rouge, en tant que lycéen, alors à un certain moment, quand on voit ça, c'est comme on a du vin rouge. Et ça permet de faire ce qu'on appelle l'affirmation de soi chez les jeunes. Et ça permettait de récupérer 2% du marché des jeunes en France au niveau de cette occasion. Et ça a permis d'aller vers le chiffre d'affaires que l'on voulait obtenir. Donc, la couleur renseigne si un produit est cher ou dangereux aussi. Malheureusement, bien souvent en Afrique, nous, on ne fait qu'acheter, même la date de péremption, on ne fait pas attention. Mais la couleur renseigne si un produit est cher ou dangereux. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la couleur permet de vendre un produit. La couleur permet d'avoir une idée de votre personnalité. Donc, évitons de mettre toutes les couleurs. D'accord. Merci, M. Diatta. Les chaussures, les chaussettes, pour terminer avec la tenue vestimentaire, si vous n'avez pas de questions, les chaussures, est-ce que les chaussures sont aussi importantes? Tout est important. Et la marque de la chaussure? La marque, les chaussures, les chaussettes, tout est important. Et il faut faire attention à ce que ça soit vraiment nickel. Nickel, c'est-à-dire bien... Pas de poussière, pas de vraiment bien ciré. D'accord. Tout doit être dans les règles de l'art. D'accord. Donc, vous portez des chaussures bien cirées, oui. Si vous voulez faire du marketing de soi, même votre stylo, choisissez votre stylo. D'accord. Oui, tout à fait. Il faut faire la différence, comme j'ai dit tout à l'heure, avec... comme l'autre a eu à faire aller à Florou, il faut être dans la différence, au vrai sens du terme. Dans la différenciation. Être dans la différence, c'est dans le corps vestimentaire, c'est dans les couleurs, c'est aussi dans sa façon de s'y prendre, c'est aussi dans l'expertise. Donc, un conseil à vous qui nous suivez, surtout les jeunes, j'ai remarqué que dans les business schools, déjà en première année, on vous exige de porter une cravate, une chemise et un costume. Mais vous êtes nombreux, dès que vous sortez de vos écoles, à enlever cette cravate, à ranger votre costume et à marcher sans la cravate. Mais déjà dans l'école... Check down même. Voilà, check down même. Donc déjà à l'école, on vous apprend à bien vous habiller. Ça, c'est très important. Il faut continuer à porter... Il faut porter même cette tenue avant même de sortir de chez vous. La porter toute la journée, la porter qu'il fasse chaud,
ou froid, et elle a l'habitude également de sentir bon, de porter de belles chaussures, comme il a dit, des chaussures bien cirées. Voilà la partie port vestimentaire. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Moi, je ne dois même pas parler. L'histoire, c'est quoi? J'ai des amis, comme vous disiez tout à l'heure à mon ami, en fait, j'ai des amis qui me disaient, mais toi là, tu aimes les costumes, etc., qui se moquaient de moi. Ouais. Et l'histoire m'a donné raison. Ils se sont retrouvés à être au niveau de l'aéroport, dans une agence. On leur impose costume, cravate, chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, costume chaque jour. Tout à fait. Alors, ils se sont rendus compte que c'est pour le travail, c'est pour le job. Alors, ils sont obligés de s'arranger. Donc, voilà un peu la petite histoire. Ne dites pas que je m'en fous de ça, je me suis du terme, ou bien je ne suis pas intéressé par ça, ou bien moi j'aime être en Yaras, etc. Oui, en temps normal, ok. Free, chez vous, open, ok. Mais quand vous êtes dans le milieu professionnel, de deux choses l'une, il va de soi. Soit on est professionnel, soit on est dans la vie courante. Et moi, j'ai choisi la vie professionnelle. C'est mieux. Mais quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là qui n'aiment pas nouer les cravates? En fait, il y a des gens qui ont des problèmes avec la cravate. Ils ont intérêt à s'y mettre. Ils ont intérêt à s'y mettre. Je me rappelle que, étant très jeune, hein, quand j'étais même au collège, je mettais des cravates et j'ai commencé à les à chercher pour avoir une panoplie. Et ça faisait rire certaines personnes, justement parce que tout simplement, ils n'avaient pas compris. Mais maintenant, je sais que, en fait, cette confiance en soi et cette mise soignée m'a amené à un niveau de production vraiment. C'est très important. On conseille également aux mamans, aux papas, dès le bas âge, habituer vos enfants aux cravates, aux costumes, c'est très important. À prendre soin d'eux. Prendre soin de. Bonsoir à Ya Khalifa Sambirama, vous connaissez? Oui. UVS. Ah la grande. La major des majors. Très bien. Les majors de l'UVS. C'est ça. Elle fit mon étudiante à l'ISM Thiès. Super. Gelofman. Ah, ça c'est mon pote. Big up, bro. Oui, c'est ça. Monsieur Diatta, parlons maintenant de prise de parole en public. Comment s'exprimer? Comment prendre parole en public? Vous savez, moi je vais partir d'une réalité. Cette réalité, c'est quoi? La législation du travail. Elle dit à compétence égale, à condition égale de travail et de rémunération. Ça veut dire tout simplement quoi? Je donne un exemple terre à terre. Si j'ai le BTS en marketing, vous avez le BTS en marketing, ça veut dire que si on est dans une entreprise, si vous avez du café cappuccino, je dois l'avoir. Ouais. Si vous avez un salaire de 500 000, 1 million, je dois avoir la même chose. Si vous avez fourniture d'eau ou, je ne sais pas, bon d'essence, à compétence égale, en tout cas, à condition égale de travail et de rémunération. Alors, la législation du travail va plus loin en nous disant quoi? En disant, si on doit faire un recrutement, il faut commencer en interne. Les CV en interne avant d'aller voir ailleurs. Alors, c'est une réalité, c'est une recommandation. Il faut afficher. Alors, mais ce qui se passe, c'est que, alors moi, si j'ai le BTS en marketing, et vous avez le BTS en marketing, et que vous avez ce leadership, vous avez cette mise, vous soignez votre mise, alors moi je suis free, je m'en fiche de tout ça, je m'excuse du terme, je ne respecte pas les conditions de normes, etc. Je ne soigne pas ma mise, à un certain moment, ça pose problème. Mais mieux même, si je n'ai pas ce leadership, et que je ne parviens pas à parler aux réunions professionnelles, et que vous le faites dans les règles de l'art, alors qui va passer? C'est vous. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'il y a du favoritisme. C'est là où il faut comprendre que la prise de parole en public aussi est un élément important pour quelqu'un qui veut aller de l'avant. Et alors, c'est un travail qu'il faut faire. J'ai l'habitude de le dire. Moi, j'étais hyper timide. Hyper timide. J'avais la langue qui prononçait difficilement certains mots, mais j'ai eu à travailler dur. J'ai trimé pour en arriver là. Donc, ça veut dire tout simplement, ça viendra step by step. Ce n'est pas avec une baguette magique. Vous qui avez des problèmes et qui se disent en un certain moment, non, ce n'est plus possible, arrêtez. C'est possible. Arrêtez. J'ai franchi cette étape, alors c'est possible pour vous. Alors, le problème, c'est que nous, en Afrique, je dis, je suis africain, je me revendique africain et citoyen du monde, mais africain avant tout, et né dans cette verte Casamance, je ne renie pas l'Afrique. Mais tout de même, en Afrique, on a un problème. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, on nous disait, lorsqu'on parlait non. Oui, on a
On a un problème. Ce sont nos croyances culturelles qui nous bloquent. Et mieux même, quand il y a un problème, on se met à lamenter. Alors que de l'autre côté, on cherche des solutions. Quand j'ai des difficultés pour parler en public, on doit utiliser les difficultés comme des ponts pour atteindre l'autre rive. Au lieu de passer son temps à se lamenter. C'est la même chose quand on cherche un emploi. Les gars, utiliser les difficultés comme des ponts pour atteindre l'autre rive, c'est bien possible pour tout un chacun. La réussite relève du domaine du possible pour tout un chacun. Tout à fait. Mais comment parler en public? Comment parler en public? Il y a des techniques. Il y a un ami qui me disait, M. Mansour, je le salue en passant, il me disait, ce n'est qu'en public qu'on apprend à parler en public. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'a pas parfaitement raison. Mais il faut commencer chez soi, devant un miroir, se parler soi-même. Utiliser la technique du crayon. C'est-à-dire développer, professeur. Oui, la technique du crayon. Si le temps ne le permet pas, on va revenir. La technique du crayon amène quelqu'un à prendre un stylo ou un crayon, à coincer les dents et à prononcer des mots. À partir de ce moment, au fil du temps, ça permet de libérer les cordes vocales. Mais également, les mâchoires. Il y a d'autres techniques aussi, la technique de la perche. Revenons d'abord sur la technique du crayon. Comment on fait? Attendez, je viens avec un crayon, vous allez expliquer. Un crayon, un stylo, ça va? Un stylo, ça passe? C'est pas trop grand? Oui, c'est bon. Oui. Allez-y, expliquez. Alors, quand on a la technique du crayon, ça peut paraître un peu ridicule comme un jeu d'enfant, mais comme j'ai l'habitude de dire, en s'amusant, on travaille, on avance. Alors, j'ai le crayon, je le mets dans la bouche et je prononce des mots, et après, vous allez voir. Quand on fait attention, avant de parler, voyez le début, l'intonation, l'articulation des mots. Mais après, vous allez voir une petite différence. Et c'est vous qui allez dire ça. Alors, bonjour, monsieur Seck, je suis aujourd'hui là pour échanger avec vous sur un sujet très intéressant. Alors, je suis au fond pour échanger avec vous sur tous les sujets. Ne vous en faites pas, prenez le temps de poser vos questions sans barrière. D'accord. Alors, bonjour, monsieur Seck. Aujourd'hui, je suis là pour échanger avec vous sur un sujet très intéressant. Prenez le temps de poser vos questions sans barrière. Vous voyez? Donc là, on parle sans que les dents ne se touchent. Sans que les dents ne se touchent. Sans que les lèvres ne se touchent. Sans que les lèvres ne se touchent aussi. D'accord. Et ça permet d'avoir un bon débit, une bonne articulation, une bonne prononciation des mots. Un coucou aux femmes jalouses qui disent que le seul mot qu'on peut prononcer sans que les lèvres ne se touchent, c'est le mot Ouitou. On peut bien. On y va. Je dirais. Il y a intérêt. Il y a intérêt. On y va. Il y a... Bon, l'éthique de langage. Comment se débarrasser? Comment se débarrasser des tics de langage? Est-ce qu'il y a un moyen pour se débarrasser des... Permettez-moi de saluer ceux qui nous suivent. Aboubakar Dramé, Bintou Diagne, Dabar Mbaye, Morsek, Ouest-Foire, Salif Soumana, bonsoir à vous, Michel Diata. La prise de parole en public requiert une préparation. Une bonne préparation. Alors quelqu'un va me dire, mais alors, quand on me surprend et qu'on me dit parler au nom du boss, du DG, ou parler au nom de la structure ou de l'amicale ou de votre entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Parler. Oui. Il y a des situations où on vous met en évidence. On vous demande d'improviser. Oui, d'improviser. Et si on ne se prépare pas, comment on peut faire pour les... Et si on ne se prépare pas, la toute première chose à faire, il y a une technique qui s'appelle dans la programmation neurolinguistique, on demande à l'individu de fermer les yeux, de se concentrer. De se concentrer avant de prendre la parole. En imaginant qu'il est sur un avion et qu'on le projette en parachute et qu'il est dans l'air comme ça, dans le grand vide, sachant qu'il ne va pas tomber parce qu'il est projeté en parachute. Alors, il a la possibilité de descendre comme tout le monde. Alors, il se met dans un grand vide, il imagine, il oublie d'abord les difficultés de la vie, les contraintes, les dettes, les problèmes, etc. Il oublie tout. Il met un tissu noir sur ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est quoi? Il pense à un moment merveilleux vécu. Ça s'appelle le jour où on s'est marié, le jour où on a eu son bac, ou un endroit qu'on a pu découvrir à travers le monde, ou même dans ce pays.
en tout cas, un moment merveilleux vécu. Et on demande à la personne de ne retenir que ce moment, de se débarrasser de toutes les difficultés, de tous les problèmes, de tout ce qui peut assaillir l'individu, l'amener à douter. On se débarrasse de tout, on ne pense qu'à ce moment merveilleux vécu. Pendant 1, 2, 3 minutes, à un certain moment, on respire, on sent un certain bien-être et ça peut permettre à l'individu de bien parler, de démarrer. Et tout ça, ça prend combien de temps? Le fait de faire de la programmation neurolinguistique, ça prend 1 minute, comme ça prend 33 minutes. Ça dépend du temps qu'on a. Mais même 1 minute, ça suffit. Mais maintenant, dès le départ, il faut parler en identifiant la personne qui a le visage le plus minois, le plus réceptif au niveau de l'auditoire. Si ça c'est une assemblée. Oui, il faut, si c'est une assemblée, au niveau de l'auditoire, il y a sûrement une personne qui a un visage le plus minois, le plus réceptif. On l'identifie, on le fixe droit dans les yeux. Et à un certain moment, on démarre, on le regarde au niveau du front, ça peut permettre d'avoir de l'assurance. Le front de la personne. Le front de la personne. Identifié. Qui a le visage le plus réceptif. D'accord. Vous savez, quand vous parlez en public, au niveau de l'auditoire, il y a des individus, si vous les regardez, c'est comme que vous dites, ils vont vous mettre comme ça, carrément à terre. Il y en a qui vous regardent d'un regard perçant. Il y en a qui vous regardent comme si vous menacez. D'autres qui vous disent, bon, tu ne me plais pas, etc. Alors, mais celui qui a le visage le plus réceptif, le plus minois, le plus jovial, alors à un certain moment, regardez cette personne, focus sur cette personne. Ensuite, alors regardez cette personne droit dans les yeux à un certain moment. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Il faut ce qu'on appelle la technique dit, il faut opérer un balayage. Parce que si moi je me mets à parler avec une personne, je regarde une marque sur cette personne, c'est comme qui dirait j'ai un discours pour une personne, mais pas pour l'auditoire. Donc là on a intérêt à balayer. À balayer, à se tourner vers les autres pour interagir, créer cette interaction dynamique. Et comment on démarre la prise de parole en public? Hausser le ton dès le début de l'intervention. Hausser le ton pour marquer sa présence. Comme vous l'avez fait lorsque vous avez... Oui, voilà, exactement. Alors, vous vous rappelez quand vous allez au niveau de la maison des esclaves de Gorée, Feu Joseph Ndiaye, il avait cet art de la rhétorique, cet art de parler. Alors, quand à un certain moment les gens se mettaient à découvrir les chambres, on dit ça, c'est la chambre des récalcitrants, ça, c'est la chambre des ça, etc. On vous montre, mais à un certain moment, il y a une voix qui perce, une voix qui est présente, qui commence et qui n'a même pas besoin de dire venez, venez. Parfois, les guides touristiques vous demandent de venir, mais on n'a même pas besoin de ça. L'histoire ne ment pas. C'était nos grands-parents, ils étaient entassés, bâillonnés, comme de vulgaires petits animaux. Vous voyez cet enchaînement logique, mais aussi cette forte présence scénique, cette voix qui s'impose. Alors, hausser le ton de l'intervention, par moment diminuer, pour terminer par hausser le ton et intriguer, laisser une belle impression. Est-ce que le sourire est important dans la prise de parole? Hyper important. Quelle est l'importance du sourire? D'ailleurs, j'ai eu à former une dentiste qui est spécialiste en ça. Et alors, ce qu'elle me disait, c'est que les hommes ont intérêt à faire attention à leurs dents, à venir chez nous pour avoir une belle dentition, parce que tout simplement, ça participe à la communication de l'individu. En fait, elle a parfaitement raison. Quel que soit le prix. Donc, le sourire est hyper important. Une bonne communication commentaire par un sourire. Par un sourire. Parfois même, on peut se permettre même de mettre pour rendre un peu drôle la séance de partage, mais tout en ayant le contrôle de la situation. D'accord. Le sourire, la voix, combien de mots par minute, le débit. Comment parler, le débit, M. Diatta? Est-ce que le débit est important? Khalifa Diaby, merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est important pour les autres, pour vos amis. Aider quelqu'un à savoir prendre soin de lui, savoir parler en public, savoir bien s'habiller, savoir utiliser la couleur qu'il faut. Ça, c'est important. M. Diatta, allez-y. En fait, le débit, quand on parle de débit, c'est important. Parce que, en fait, ce que les individus doivent savoir, la prise de parole en public est une opération de charme. Oui, il faut éviter de parler pour parler. On parle pour convaincre. Laisser une belle impression. On parle de marketing de soi, de personal branding. Donc, on parle pour laisser une belle impression. Donc, la prise de parole en public est une opération de charme. Dans des pays tels que nos croyances culturelles, on va vous dire,
comme on dit ici, en Wolof, le fameux terme en Wolof, Djaïta, ça dit quelqu'un qui ne se connaît pas, etc., ou bien quelqu'un qui s'apprécie au-dessus de sa valeur. Mais en réalité, ce sont des barrières. Ça ne doit pas amener l'individu à, disons, passer outre le règlement, je peux dire ainsi. Il faut avoir le flair de comprendre que la prise de parole en public est une opération de charme. Voilà. Alors, partant de ce constat, un bon début, une bonne articulation, une bonne prononciation des mots. Moi, je ne peux pas me permettre de dire je, comme ce qui dirait, je dis je, J-E-U-X, alors que je voulais dire je. Ça dénature mes propos, la compréhension, parce que la prise de parole en public aussi, on nous dit, les experts de la communication nous disent, entre ce que je sais dire, ce que je veux dire, et ce que je dis, l'autre accepte au niveau de l'auditoire, l'autre comprend, l'autre retient autrement. Tout à fait. Il y a une détérioration. Il y a une détérioration, il y a une nette dichotomie entre l'acceptation, la compréhension et ce que l'autre retient. Donc, ce n'est pas parce que je parle que je me fais comprendre de la meilleure manière. Donc, il faut fournir cet effort de bien prononcer les mots et de mettre ce charme pour mieux se faire comprendre. Une parenthèse d'actualité, actuellement nous sommes en pleine campagne électorale. Parmi les candidats, qui communique mieux? Ah, pour dire vrai. C'est une question piège. Je ne m'attendais pas. Je ne voulais pas parler de ça. Il fallait s'y attendre quand même. Il a travaillé sa campagne. Il s'appelle Sonko. Il a travaillé sa campagne et je parle en toute objectivité. C'est sûr, c'est sûr. Il parle mieux. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est violent comme vous que vous... Non, du tout, en toute objectivité. On me connaît dans l'objectivité. Certains individus vont dire, mais ils ont l'habitude de dire, mais celui-là. Mais quand je parle en toute objectivité. D'accord, d'accord. Donc Sonko a travaillé. Même sa présence scénique a été préparée. D'accord, d'accord. Tout est, rien n'est dans les détails. Tout est dans les règles de l'art de manière générale. Même si ça peut, à un certain moment, au niveau individuel, avoir des dérapages en termes de communication, de langage verbal, mais dans sa présentation, sa voix et tout ça, même son look, faites attention, il l'a nettement amélioré. Par contre, moi, je n'aime pas son bonnet là qu'il porte. Oui, ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être une autre explication, mais ça n'aurait jamais dû. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Diatta, quel rapport entre le développement personnel et les objectifs et notre vécu quotidien? Notre vécu quotidien est fortement encadré par le développement personnel. Nous sommes dans des sociétés avec certaines croyances culturelles où généralement on essaie de piétiner l'individu. On sous-estime l'individu. Mais mieux même, j'ai passé comme ça, je suis cru quoi. Parfois on est dans la méchanceté, de dénigrement, etc. Et si vous n'avez pas cette dose de développement personnel, de croyance en soi, de dépassement, si vous ne savez pas faire dans l'attitude zen, le self-control, vous allez finir à l'âge de 30 ans, je ne dis même pas 60 ans, avec un croate. Vous allez avoir des problèmes cardiaques. Le développement personnel accompagne notre quotidien. Avant de parler du milieu professionnel, ça dit qu'en fait, le développement personnel, si vous l'avez, l'utilisez le self-control, autrement dit, djellele, si vous n'avez pas ça, vous avez toujours des raisons d'avoir une boule dans la gorge. Deuxième chose, le milieu professionnel est devenu fortement concurrentiel. Même s'il y a une forte concurrence déloyale, mais il y a une concurrence loyale. C'est-à-dire de par les compétences. Et moi, je reconnais les compétences des uns et des autres. Je sais que je suis un individu faillible, avec des limites et des points forts. Donc, le développement personnel peut me permettre de dépasser ce stade
et d'aspirer à être le meilleur, même si l'excellence relève du domaine de l'absolu de Dieu. Mais le développement personnel va m'amener par force à dépasser ce stade. Le développement personnel aussi permet à l'individu de faire la différence. Et aujourd'hui, on a besoin de la différence. On n'a pas besoin de ce que font les autres. Se différencier. Que ce soit produit que l'on vend, que ce soit personne physique, que ce soit personne morale. Dans toute chose, maintenant, on a besoin de cette dose d'innovation. Et le développement personnel permet d'avoir ça. Le développement personnel aussi permet de s'affirmer. De par le développement personnel, on peut promouvoir son leadership. Merci. Là, un coucou à mon ami Saleh Diouf qui est toujours bien habillé. À Ibrahim Iba qui vient de se connecter, toujours bien habillé. Là, vraiment, ce sont les sapologues. Excusez-moi de ce néologisme. Nos croyances culturelles, est-ce qu'elles ne constituent pas un frein au développement personnel? Un grand frère. Un très, très grand frère. Ouais, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Kiassa. Oui. De Roussa, ça c'est carrément sénégalais. Vous savez, moi, l'expérience, la petite expérience que j'ai eue, j'ai emprunté l'analyse transactionnelle de Eric Berne. L'analyse transactionnelle nous renseigne qu'il y a ce qu'on appelle au niveau des parents, le parent normatif positif et le parent normatif négatif. Le parent normatif positif, c'est qui? C'est le genre de parent qui éduque et qui fait de l'enfant un partenaire, qui communique avec l'enfant, qui donne à l'enfant l'opportunité de promouvoir son leadership, de prendre des initiatives, de se prendre en main. Mais tout de même, il y a des limites, certes. Pas d'excès. Mais tout de même, l'enfant n'est pas comme ça, couvé et carrément cloîtré. C'est le parent normatif positif. Et mieux même, il a l'habitude de demander à l'enfant, si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Alors, donc, il crée cette communication, cet échange et cette possibilité pour l'enfant de grandir dans un environnement où il va prendre de plus en plus de l'assurance, mais il va faire face à la réalité ou aux réalités de la vie. Par contre, contrairement, il y a un parent qu'on appelle le parent nourricier, le parent normatif négatif. Lui, il exagère l'enseignement des normes. Comme on disait tout à l'heure. Quand un enfant fait quelque chose, pourquoi tu fais ça? Non, laisse ça, etc. Alors, contrairement à d'autres sociétés, par exemple la société, les européennes, où quand quelqu'un, un enfant touche à un briquet, ici chez nous on dit, laisse ça, tu ne dois pas toucher ça, etc. Alors de l'autre côté on vous dira, attention, ça peut cuisiner, ça peut te brûler, ça peut te faire mal, etc. On explique. On donne les avantages, les inconvénients. Les inconvénients, oui. Et on va même jusqu'à essayer de lui montrer ce que ça peut donner. Ok? Alors, ici, le parent normatif négatif, on le retrouve beaucoup plus en Afrique et dans nos sociétés, au Sénégal. Je prends l'exemple du Sénégal. Le parent, il exagère l'enseignement des normes. Son discours, c'est il faut, on doit. Quelqu'un qui te dit il faut, on doit, tu n'as pas de possibilité, il n'y a rien à discuter. Il faut, comment dirais-je, suivre les recommandations comme un militaire qui suit son supérieur. Donc, le parent normatif négatif, il est comme ça. Alors, il exagère l'enseignement des normes, mais mieux même, il est centré sur son propre confort, incapable de viser le bien-être de l'autre, c'est-à-dire son enfant, qu'il limite dans son développement. Oui, parce que tout simplement, à un certain moment, même sa formation, il choisit. Oui, s'il veut être basketteur professionnel, il dit non, moi je veux que tu sois intellectuel. S'il veut être footballeur, non. S'il veut faire marketing, il dit non. S'il veut faire transport, il dit non, moi je veux que tu fasses ça. Etc. C'est le cas des parents, du papa de Michael Jackson, qui a tout fait pour réussir dans la musique, mais qui n'a pas réussi à avoir, disons, cette chose. Alors ce qu'il a fait, il a amené sa famille, on sait, avec Jackson 5, il les a forcés. Heureusement que Michael a réussi et jamais dans une bonne mesure. Mais en fait,
les croyances culturelles, le parent normatif négatif, on le retrouve beaucoup plus en Afrique et au Sénégal. C'est vrai que quand on a un parent normatif négatif, l'enfant réagit à une figure d'autorité. C'est-à-dire l'enfant, quand tu parles, tu peux parler avec l'enfant avec les yeux. Ouais. C'est un avantage. Contrairement à l'expérience que j'ai vécue au Maroc, où j'ai vu les Marocains, ils n'ont pas cette chance. Ouais. C'est un avantage. Mais de l'autre côté, on bloque l'enfant. On le limite dans son développement personnel. Et si on ne peut pas promouvoir son leadership. Donc nos croyances culturelles nous amènent à croire que nous sommes toujours dans l'époque de la pensée unique et du maître à penser. Et c'est les sages, papa, maman, et les plus âgés qui doivent parler. Les autres n'ont pas le droit. Les autres n'ont pas le droit, alors que cette époque est révolue. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça limite. Il y a d'autres aspects qu'on pourrait évoquer, mais peut-être le temps ne nous permet pas. Ça, oui. Mais tout de même, ça veut dire que les croyances culturelles ont un frein par rapport à notre développement personnel. Une dernière question, comment s'exerce le développement personnel? Par un comportement. Lequel? Un état d'esprit. Attitude positive, attitude le matin. Désormais, chaque matin, quand vous vous réveillerez, attitude positive, attitude. Pensez au meilleur que vous allez vivre. La loi de l'attraction nous dit, l'égal appelle son égal. Si j'ai un projet, si je veux changer de conditions de vie, favoriser mon émancipation sociale, et chaque fois que je veux quelque chose, je dis ça ne va pas marcher, l'égal appelle son égal, ça ne va pas marcher, parce que j'ai programmé ça. Et quand je dis ça va marcher, j'ai 99,99% de chance que ça marche. Et quand je dis 99,99, les 99 réunissent les 99 noms sublimes de Dieu. Dieu va matérialiser les choses, mais c'est à vous de poser les premiers actes, comme on dit à Touba, ça va vous dire le fait. Merci, chers téléspectateurs. Nous venons de boucler 1 heure de live. Je rappelle que j'ai reçu un ami, un frère, un coach, un formateur, M. Taïbou Diatta, qui nous a développé quelques aspects sur le développement personnel. Je remercie le professeur M. Noël Nilbaï, un ancien collègue qui est actuellement en France, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'émission et tout ce qui était avec nous. Je ne vais pas nommer, merci beaucoup, Mas Liaï, depuis la Guinée. Ah, ça c'est mon ami. Un ami d'enfance. Mais reste un grand informaticien. Oui, Brom Magalgi depuis Ziguinchor. Très bien, frère. Tout à fait. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie. Je vous rappelle que l'émission n'est pas terminée parce qu'on n'a pas pu aborder tous les thèmes. Il va peut-être revenir très prochainement pour continuer le développement personnel, mais également aborder la création d'entreprise parce qu'il intervient également en entrepreneuriat. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. M. Diatta, tout le public vous remercie. Merci, chers frères. Merci. Un dernier mot? Alors, croyez en vous, misez sur vous. Si vous ne misez pas sur vous, je ne peux pas miser sur vous. J'ai misé sur moi, ça m'a amené à un niveau de production insoupçonné. Et quand je dis au niveau de production, ça englobe pas mal de choses. Je voudrais amener ceux qui doutent d'eux et qui trouvent des excuses en disant je suis issu de parents modestes, etc. Ce n'est pas l'excuse. Ceux qui disent oui, j'ai un petit diplôme, ce n'est pas l'excuse. Ceux qui disent j'ai essayé, ce n'est pas l'excuse. Utilisez les difficultés comme des ponts pour atteindre l'autre rive. Alors, croyez en vous. C'est ça le monde. Je remercie au passage tous ceux qui m'ont écouté. Alors, un grand merci aussi à l'Université virtuelle du Sénégal et à tout le monde là-bas et tous ceux qui croient en moi. Un grand merci aussi à nos mamans, nos braves mamans qui se battent depuis de belles lurettes, qui croient en eux et qui sont des exemples. Tout à fait. À travers l'Afrique et qui vivent parfois dans des conditions très difficiles. J'espère à vous, big up. Et bonne chance à tout le monde.
mais surtout poser l'acte. La capacité de progression des individus repose entre les mains des individus eux-mêmes. Vivez que la parole enseigne, l'action entraîne des changements positifs. Quand votre lumière décide de briller, si vous refusez, c'est se faire violence. Je rends grâce à Dieu, l'omnipotent, l'unique, l'absolu, le seul maître qui m'a permis d'échanger avec vous, sachant que je ne sais rien et que je lui ai demandé, il m'a donné. Gloire à Allah. Je vous remercie. Merci à Yves Malak, merci à Diarra Sol qui vient de se connecter. Yves, j'attends ton message. Il faut que tu me dises quand est-ce que tu passeras. Nous serons très honorés de vous recevoir sur le plateau de Marketing TV Monde. Merci à toutes et à tous. Et excellente soirée. Merci Diarra. Voilà, on est pour développer les hôtels. Création d'occasion, création d'entreprise, Inch'Allah. Surtout création d'entreprise. Comme dit, tu vois.